Chers amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue sur votre télévision. Depuis l'arrestation du frère Rouvi, aucun acteur politique de la mouvance n'a encore réagi. Chose incomprise des populations au regard des dénonciations pointues et acerbes à l'encontre du gouvernement de la rupture. Alors, pour rompre avec ce silence de la mouvance, nous recevons pour vous un acteur politique pas des moindres, le député honoraire Rachid Godamassi, qui nous donnera son opinion sur cette interpellation de Steve Amoussou, alias Frère Rouvi. Honorable Godamassi, bonjour et bienvenue sur votre télévision. Merci beaucoup, chers amis journalistes. Tout d'abord, permettez-moi de saluer le promoteur et l'équipe de Benoît Libéré TV pour tout ce que vous faites, non seulement pour le Bénin en général, et pour les 4 départements de la partie septentrionale du Bénin. Et pour tout ce que vous faites, vraiment, vous êtes une fierté. Et je remercie également le promoteur qui a bien voulu dédier vraiment cet espace-là à mon nom. Vraiment, je le remercie beaucoup. Et vous êtes une fierté. Et je prie Dieu Tout-Puissant pour que dans la joie venir, pour que vous deveniez une grande puissance communicationnelle. Merci, honorable. Nous allons aborder le vif du sujet. Depuis un moment, vous avez constaté, comme tout le monde, l'arrestation du frère Rouvi au Togo. Dites-nous, comment est-ce que vous vous êtes senti quand vous avez appris l'arrestation du frère Rouvi, qui on appelle normalement Steve Amoussou? Je vous remercie beaucoup. Vous savez, quand une affaire est pendante devant la justice, il faut savoir raison garder. Il faut éviter de la spéculation politique, il faut éviter du juridisme, il faut éviter du dilatoire. Et il faut faire confiance à la justice de notre pays. C'est ça. Monsieur, le soi-disant, le fantôme frère Rouvi, oui, bénéficie de la présomption d'innocence. En effet. Jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente au cours d'un procès équitable. Donc, moi je pense qu'il faut faire confiance à la justice de notre pays et éviter de désacraliser, d'infantiliser la fonction parlementaire. Parce que ce qui s'est passé hier devant la criette n'ont pas les soi-disant élus de la nation. Oui, honorable, nous allons en venir, mais déjà, donnez-nous votre sentiment d'acteur politique ayant entendu parler de cet activiste politique qui a été arrêté au Togo. Quand vous avez entendu ça, comment est-ce que vous êtes senti? Est-ce que vous avez été satisfait ou bien vous avez été triste pour lui? Chacun est responsable des actes qu'il pose. Nous sommes dans un état de droit. C'est ça. Où il y a des règles, où nous avons notre code pénal, nous avons notre constitution, et nul n'est au-dessus de la loi. C'est vrai, vous avez suivi à tout le monde un monsieur qui se fait appeler Frère Rouvi, alors que son nom, c'est Steve Amoussou. Il y a d'abord une infraction là déjà. Ça veut dire si effectivement ce qui propageait était véridique, il n'allait pas se cacher derrière les noms fantoches. Et je pense que vraiment ce qui s'est passé, c'est vraiment une honte. Nous sommes à l'heure de la communication, il y a des règles et je pense qu'il faut respecter ces règles-là. Ça fait déjà depuis 8 ans que ce fameux frère Rouvi est en train de vouloir déstabiliser la République, à diffamer la République, à diffamer les autorités, à vouloir, comment dirais-je, commanditer l'insurrection contre un régime démocratiquement élu. Donc, je pense que vous ne pouvez pas empêcher la justice de faire son travail. Je pense que la justice est en train de faire son travail
Et je demande humblement aux soi-disant, comment dirais-je, supporters de Frère Rouvi de préparer leur défense, de rassembler leurs preuves devant la justice et non dans la rue. Très bien, nous allons en arriver tout à l'heure puisqu'il y a une question qui est réservée à cela. Mais déjà, sur le plan de l'interpellation, beaucoup reprochent au gouvernement d'avoir utilisé une manière pas orthodoxe pour interpeller le compatriote puisqu'il a été interpellé, comme vous le savez bien, sur le territoire togolais. Alors, au regard de ça, vous, en tant qu'acteur politique, comment qualifiez-vous cette interpellation? Est-ce qu'elle est orthodoxe? Est-ce qu'elle est normale? Puisque les gens disent que ce n'est pas normal qu'on puisse aller interpeller un citoyen comme ça dans un autre pays. Vous savez, vous et nous n'en savons rien. Ici, c'est des questions de sécurité et de renseignement. Depuis un certain moment, ce n'est que nos amis d'en face qui chantent, qui dansent. Donc, vous savez, il serait difficile, en tant qu'expert, de se prononcer. Parce que nous ne savons pas les renseignements détenus par les deux pays. Donc, c'est pour ça que nous devons continuer par faire confiance à la justice et pour que vraiment la justice puisse dire le droit. Donc, les questions de renseignement, les questions de sécurité, ce ne sont pas pour les aventuriers politiques. C'est des questions des spécialistes et je pense que les deux pays sont des États souverains et je pense en toute humilité et vous et moi, nous ne pouvons pas nous prononcer parce que c'est des questions sensibles de sécurité, de renseignement intérieur et extérieur. Alors ça serait difficile de se prononcer par rapport à ces informations-là. Le Bénin, le Togo et les autres pays sont signataires des accords. Ils savent bien ce que dit le droit international. Le reste, c'est du dilatoire, c'est de la spéculation. En cas, ce n'est pas à moi de leur fournir les arguments pour aller se défendre. Ils savent bien que l'ennemi du Togo est l'ennemi du Bénin, et l'ennemi du Bénin est l'ennemi du Togo. Quelqu'un ne peut pas commettre des crimes au Togo et venir se réfugier au Bénin, vice-versa. Alors, donc, le Bénin et le Togo sont signataires des accords de réciprocité. Ceux qui racontent des coups, ils font du dilatoire. Ils sont en train d'intoxiquer le peuple. Alors moi je pense que honnêtement, le Bénin, le système actuel, il y a des cadres, il y a des magistrats, il y a des juristes de haut niveau. Vous pensez qu'ils vont tomber si bas? Non. Je pense, laissons de côté, faisons confiance à la justice de notre pays, allons jusqu'au bout et je pense que on verra ce qui va se passer. Bien, on verra ce qui va se passer. Une chose également qui intrigue un peu la population, les citoyens, qui alimentent également les réseaux sociaux, c'est le silence du pays frère, comme vous le dites si bien, le Togo, qui jusqu'alors où nous parlons, n'a pas encore opiné cette question. Pourtant, c'est sur son territoire que ce compatriote a été interpellé. Les gens s'attendaient à ce que peut-être qu'au regard de tout ce qui se dit déjà au Bénin, que les autorités togolaises puissent réagir et dire voilà les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette interpellation, le Togo a collaboré et tout, mais jusque-là, c'est le silence plat. Quelle lecture faites-vous de ce silence du Togo? C'est un faux débat. C'est un faux débat qui ne même pas. C'est une question bien qu'on ne doit même pas se poser. Pourquoi vous voulez que le pays frère réponde? Vous voulez que le Togo soit le pays où on héberge les criminels? Vous voulez que le Togo soit un pays où, quand il y a commis des crimes, de se réfugier? Non, quand même. Je pense qu'au nom du principe du bon voisinage, les Togolais ne peuvent pas quand même accepter ça. Et vice-versa. Donc, parce qu'il s'agit de la démocratie. La démocratie chèrement acquise au Bénin. Le fameux frère Ouvi
veut mettre en péril la démocratie béninoise à travers ce qu'il raconte. Et je pense que le moment venu, il va s'expliquer. Le moment venu, il va s'expliquer. Vous êtes parlementaire, vous avez été parlementaire, vous êtes parlementaire honoraire. Alors, aujourd'hui, vous avez probablement des amis dans les pays voisins et autres. Quelle est la réaction de vos amis parlementaires par rapport à cette situation que vit le Bénin? Je veux parler bien sûr de cette interpellation qui a été faite. Non-événement. Donc pour eux, c'est un non-événement. C'est un non-événement. C'est comme les crimes naturels. Il n'y a que les Béninois qui écoutent faire ouvrir. Et après nos frontières, personne ne sait qui s'appelle faire ouvrir. Donc c'est pourquoi c'est un non-événement. Bien, maintenant nous allons revenir à l'opposition. Alors, tout à l'heure, vous avez commencé par évoquer un peu le sujet. L'opposition, depuis la date de Frère Rouvi, œuvre pour sa libération. Est-ce que, selon vous, l'opposition est dans son droit? L'opposition pêche dans le désert. Et c'est le lieu de remercier le peuple béninois souverain, le peuple béninois mature, qui a boycotté l'appel de l'opposition, l'appel à l'insurrection, l'appel pour faire pression sur le juge. Je pense que c'est un signal fort que le peuple béninois vient de lancer aux opposants. Alors, vous voyez ce qui se passe chez l'ami journaliste, c'est vraiment une honte. Et c'est pour ça que la fonction parlementaire mérite un minimum de formation politique. Parce que quand vous voyez les parlementaires démocrates avec l'attribut de l'État, avec l'attribut du Parlement, le sceau de la République, aller faire la pression à la criette, c'est une faute. Et quand je les ai vus, quand je les ai écoutés, ils ont commis 4 fautes. Lesquelles? La faute éthique et morale, la faute politique, la faute pénale et la faute constitutionnelle. Pénale, parce que habillé avec l'attribut du parlementaire, se rendre à la criette, exercer la pression sur le juge, c'est une faute pénale. Ils ne doivent pas le faire. Ils n'ont fait pas méconnaissance ou pas ignorance. Parce qu'ils n'ont pas une formation. Parce qu'ils sont élus accidentellement. Ils sont élus par erreur. Non, ils ne connaissent pas. Pas accidentellement. Non, je dis, mais ils ne connaissent pas. Parce que vous voyez, un député qui connaît, qui maîtrise les règlements intérieurs du Parlement, ne peut pas se présenter devant une juridiction avec les attributs de l'État. Alors que nous prenons le principe de la séparation de pouvoir. Les parlementaires incarnent le pouvoir législatif. En effet. Le pouvoir législatif qui va faire pression sur le pouvoir judiciaire. C'est une violation flagrante de la Constitution. Ça ne se fait pas. Ils l'ont fait par ignorance, par méconnaissance. Parce qu'ils n'étaient pas préparés pour la fonction parlementaire. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont été élus accidentellement. Alors, deuxièmement, oui, la deuxième option. Quand vous prenez ces députés qui se permettent de vilipender la justice béninoise, c'est grave. Au nom de quoi ils font ça? Au nom du principe de séparation de pouvoir, le judiciaire à part, le législatif à part, l'exécutif à part. C'est comme si, au moment où les députés veulent légiférer, veulent voter la loi, que la justice vienne au Parlement pour faire une pression. C'est une faute pénale. Mais oui, et cette faute, en tant que représentant du peuple, en tant qu'ancien parlementaire qui a légiféré pendant 20 ans, l'humilité parlementaire
ne couvre pas l'acte qu'il vient de poser. Parce que ça, là, on appelle ça flagrant délit. Parce que c'est la fonction parlementaire qui est protégée par l'humilité. Et quand vous êtes au Parlement, vous bénéficiez du principe d'irresponsabilité. Tout ce que vous dites, là, on dit que vous êtes irresponsable. Oui, mais les députés partout. Le député qui se permet d'aller sur le terrain, fait la pression sur le juge, c'est une infraction. Là, le flagrant délit, c'est un flagrant délit, l'immunité parlementaire tombe. Ce qu'ils ont fait là, si le procureur était un peu dur, on pouvait les interpeller. C'est ça. Parce que c'est pression à magistrat. Ils sont allés faire pression sur un magistrat. Ça ne se fait pas. Ils pourraient aller là-bas tranquillement en tant que simple citoyen, sans les attributs du Parlement. S'asseoir comme tout le monde. Mais c'est le voleur qui crée le voleur. Est-ce la preuve, M. Arnaud, oui, qui sont complices? Non, ils ne sont pas complices, puisqu'il y en a parmi eux qui disent même ne pas connaître Frère Rouvi, puisque c'est le nom sous lequel, c'est le vocal sur lequel on le connaissait. Mais son nom, Steve Amoussou, personne ne savait. Donc, il y en a qui disent qu'ils ne savaient pas qui c'était. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont complices. Monsieur Rouvi, à quelle fonction? Pour vivre à l'étranger pendant 8 ans. Qui le finance? Qui finance la chronique? Qui a informé l'opinion publique nationale et internationale de l'interpellation de M. Rouvi? C'est M. Martin Rodriguez. Oui, effectivement. Tout à l'heure, nous allons... Ça veut dire qu'ils sont en contact permanent. Oui, mais Martin Rodriguez, c'est ce que ça veut dire. Membre du parti politique, les démocrates. Il s'est déclaré premier opposant. Oui, opposant, mais opposant, Martin Rodriguez n'a pas un parti national qu'on lui reconnaît, donc si c'est déclaré opposant, il est déclaré opposant en tant que personne. Mais il ne fait pas partie des démocrates pour qu'on puisse dire que, bon, comment dire, les démocrates sont complices de l'exil de Amoussou. Je ne dis pas qu'ils sont complices de l'exil, mais ils sont en contact permanent avec Steve Amoussou. C'est ça. Et là, je peux démontrer par A plus B qu'ils sont en contact. Parce que s'ils ne sont pas en contact, dites-moi, sur quelle base ils se permettent d'aller faire la pression sur les juges? C'est pour gagner quoi? Bon, ils sont représentants du peuple, un concitoyen a été interpellé, un concitoyen qui défend leur conviction a été interpellé, donc ils sont allés à la criette en tant que membre du pays, en tant que plutôt fils du pays, en tant que parlementaire, pour essayer de comment dirais-je, de revendiquer sa libération, je crois. Hein. Les revendications se font comment? Dans la rue ou bien devant le juge? On appelle ça trouble à l'ordre public. C'est ça. Je dis, monsieur Rouvi est présumé innocent. Jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. Exactement. C'est ça. Ça veut dire, s'ils étaient des démocrates, ils allaient préparer leur stratégie de défense devant un juge et non appeler le peuple à l'insurrection. C'est pour ça que je soupçonne. Ils n'ont pas appelé pas l'insurrection, puisque d'ailleurs, le frère Rouvi a un avocat, qui est, je crois, Maître Babarapé, qui a intervenu. Apparemment, M. Arnaud, vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé hier devant la criette. Si. Non, si vous avez suivi ce qui s'est passé hier devant la criette, d'abord, vous avez suivi la veille, la conférence de presse de leur porte-parole. Bien sûr. Qui demande aux populations de se déplacer. Oui. De se déplacer pour venir soutenir Frère Rouvi. Vous l'avez dit, soutenir. Où? Soutenir où? À la criette. Non. Où? Dans la rue. Bon. C'est ça le problème. L'attroupement, c'est dans la rue. C'est ça le problème. Devant les forces de l'ordre. Il a fallu avoir une altercation entre les forces de l'ordre et les populations. Donc si les forces de l'ordre n'étaient pas professionnelles, ça pouvait embraser. Et c'est ce que voulaient les amis d'en face. Alors, je dis, M. Arnaud, oui.
nos amis d'enfance sont mal placés pour parler d'enlèvement. Les spécialistes d'enlèvement, c'est le président des démocrates. Et je m'explique. Peut-être, je ne sais pas, peut-être si vous ne connaissez pas. Là, vous connaissez son appel là? Vous connaissez le M. Fagbon? Si. Fagbon oui. A été enlevé. C'est là. Faites, vous êtes journaliste d'investigation. Prenez votre caméra, descendez. Fagbon a été enlevé par le président des démocrates, sur instruction du président des démocrates. Oui. Ça, on appelle ça enlèvement. Sous le régime. Adolphe Landé a été enlevé. Moi qui vous parle, j'ai été enlevé au moment où je faisais la consultation chez mon avocat. Donc, si la cour du mouton est sale, il ne veut pas quelque chose de le dire. Donc, il n'y a pas de leçon à donner au système actuel. Le vrai spécialiste d'enlèvement, c'est le patron des démocrates et les démocrates. Ça, il n'y a pas de leçon à donner. Alors, attendons d'abord de voir sur quelle base juridique monsieur Rouvi a été interpellé. Est-ce une base légale contraire aux lois de la République ou aux lois internationales? Attendons de voir. Donc vous pensez que le système là, il n'y a pas de cerveau? Non. Moi je pense en toute humilité que les spécialistes de l'enlèvement, c'est ceux-là qui nous donnent des leçons aujourd'hui. Non, on ne parlera pas de spécialistes de l'enlèvement. Non, c'est pas ça, c'est pas l'interpellation. L'arrestation extrajudiciaire et l'enlèvement. Interpellation, il y a une autorité judiciaire qui ordonne l'interpellation. Évitons d'interpréter. Faisons confiance à la justice. Très bien. Et vous pensez que si la justice n'a pas d'éléments de probants, vous pensez qu'ils vont l'interpeller? Moi, je parle d'interpellation et non d'enlèvement. D'accord. Le mot enlèvement, c'est trop fort. Trop fort. Bien, vous étiez en train de citer les 4 fautes commises par l'opposition. Vous avez cité 2. La première faute, j'allais dire. La faute politique. La faute politique, morale et éthique. Parce que politiquement, on ne peut pas, sur la base de déclaration de Martin Rodriguez, essayer d'enflammer le pays. Martin Rodriguez a des comptes à régler avec le système actuel. Parce que Martin Rodriguez, on l'a pris le Sheraton, donc il faut bousiller le pays. Parce que le président de la République, le système actuel a rétabli le Bénin, les contribuables béninois dans leurs droits. Il faut finir le régime. Et ça, l'intérêt général, non. Donc, moi, je pense en toute humilité que c'est le voleur qui crie au voleur. Attendons et faisons confiance à la justice de notre pays pour voir ce qui va se passer. De toute façon, le disque des démocrates est rayé, complètement rayé. C'est rayé. La belle preuve, les populations ont refusé de faire le déplacement. Ça, c'est un signal fort. Et je remercie le peuple béninois qui a refusé, une fois encore, de se faire manipuler. Bien. Alors, concernant ce procès, est-ce que, selon vous, à l'heure actuelle, nous parlons, puisque quand on lit un peu les réactions, est-ce que Frère Rouvi aura un bon procès? Le Bénin est un état de droit. La belle preuve, ses avocats ont accès à lui. Donc il revient à ses avocats de préparer correctement sa défense, convaincre le juge pour le faire sortir. Et vous pensez, avec tout ce qu'il a raconté, vous, en tant que communicateur, en tant que journaliste, quand vous suivez ce qu'il raconte, Frère Rouvi raconte là, vous pensez que c'est normal? Insulter un chef d'État, insulter les députés, est-ce que vous pensez que c'est normal? Non. À part du moment où il y a les preuves de ces allégations, je pense qu'il va exiger ces preuves-là devant la justice. Donc, si la justice estime
qu'il est dans son droit, je pense qu'il faut le libérer. Bien. Nous allons revenir un peu sur Martin Rodriguez. Au regard de tout ce que Martin Rodriguez dit aujourd'hui à l'encontre du pouvoir, comment est-ce que vous qualifiez cet homme-là qui fuit, je dirais, qui également est aujourd'hui en exil et qui attaque le pouvoir en place? Vous savez, l'État béninois l'a cédé Benin Mana Hotel au bout d'un processus en 3 étapes. Il a des obligations contractuelles qu'il n'a pas respectées. Et malgré qu'il a forcé la main à l'État de faire l'habitation des titres fonciers de Bénin-Sheraton en son nom, ce que l'État a concédé pour pouvoir mobiliser les fonds, il n'a pas pu mobiliser les fonds. Donc l'État est obligé de reprendre l'hôtel dans le giron de l'État. Donc il est contre le régime, il est contre le système actuel parce que, selon lui, on m'a pris Sheraton, on m'a pris Sheraton. Non. Monsieur Martin Rodriguez lutte pour des intérêts personnels égoïstes. Il ne lutte pas pour le peuple béninois. Donc moi je pense, en toute humilité, si il estime qu'on a arraché l'hôtel Sheraton, mais qu'il a devant la juridiction. Nous sommes dans un état de droit, non? Bien sûr. S'il estime que l'État l'a pris l'hôtel, il faut qu'il saisisse la justice. Au lieu de chercher à vouloir déstabiliser la République. Bien. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Dites-nous, honorable, si aujourd'hui vous avez un conseil à donner à l'opposition et à Steve Amosu, que leur direz-vous dans ce contexte actuel? Je demande humblement aux députés démocrates d'avoir un minimum de connaissances élémentaires. Je leur demande de regarder, de lire et de relire le règlement intérieur du Parlement. Et je leur demande d'éviter le piège. S'ils pensent que l'immunité parlementaire est un acquis et qu'on peut, sous prétexte d'avoir l'immunité parlementaire, violer les lois de la République, ils se trompent. Je demande aux démocrates de créer une école de formation pour former les députés. Parce que ces députés font honte. Ils ne méritent pas, ils sont en train de désacraliser la fonction parlementaire. Est-ce que vous ne voulez pas gêner de voir un député, avec les attributs de l'État, aller faire la pression sur la justice? C'est une faute. Moi, je sais qu'ils l'ont fait par ignorance, par méconnaissance. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est de la pression qu'ils ont fait. Ils peuvent rester au Parlement, ils peuvent rester ailleurs, organiser des conférences de presse, ou bien se mettre ensemble pour payer le service des avocats, pour défendre le frère Ovi. Mais que le député se rabaisse jusqu'à ce point, à leur devant, alors quelle leçon on veut donner alors à nos mandats? Quelle leçon on veut donner? Et moi je pense, humblement, en toute humilité, que je remercie Dieu Tout-Puissant que je ne fais pas partie de la nouvelle législature. Parce que je honte d'être collègue de certains députés. Mais Dieu merci que Dieu m'a sauvé. Non, je ne pense pas que vous auriez honte, puisque ce sont également des honorables, ils sont là, ils ont été élus, donc ils représentent valablement le peuple comme vous l'avez été également. Mais aussi par rapport à Frère Obi, ils sont là, avec l'acte qu'ils ont posé, ils sont des déshonorables. Ils ne sont pas les honorables. Parce qu'un honorable député. Non, parce qu'un honorable député, il y a les lois de la République qu'il faut respecter. Dites-moi, est-ce que vous concevez, est-ce que vous êtes d'accord qu'on ait fait pression? Lisez le code pénal. C'est une pression qui sont exercées sur le magistrat.
Bon, ça veut dire... Non, ils vous diront qu'il ne faut pas pression sur... ils n'interviennent pas dans le, comment dirais-je, le judiciaire. Ils manifestent pour la libération de leurs compatriotes. Et je crois que c'est comme ça qu'ils vont faire la lecture, puisque, comme vous l'avez si bien dit, il n'est pas normal qu'un pouvoir de la République puisse faire pression sur un autre pouvoir de la République. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le Parlement est un pouvoir législatif? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la justice est un pouvoir judiciaire? Bien sûr. Alors, est-ce que c'est normal qu'un pouvoir législatif fasse pression sur un pouvoir judiciaire? Bon, ce sont des parlementaires, ils sont censés savoir ça. Puisqu'ils ne le savent pas, ils ne connaissent pas. Donc, c'est vrai que moi j'ai demandé humblement de me recruter. Même s'ils ne me recrutent bien pas, je suis prêt à leur donner le minimum élémentaire, les cours élémentaires, pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire. Et quand je vois certains députés, j'ai pitié. Parce que le jour où les gens vont les prendre, il ne faudrait pas dire que si c'est marqué d'arrêter les députés, hein, je leur demande humblement d'aller lire le règlement intérieur et ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire ne couvre pas ce que je suis en train de faire. Bien, je disais tout à l'heure, si vous avez une leçon, un appel à faire à ce compatriote-là, frère Rouvi, qui aujourd'hui est dans les liens de la justice, si après le procès, quel conseil lui donneriez-vous en tant que compatriote que vous devez repêcher dans cette situation? Moi, je pense qu'il a été naïf. J'ai vu c'est un garçon vraiment naïf qui a été manipulé. Et je pense que si moi je donne la part des juges, je vais plus sanctionner ceux qui l'ont manipulé. C'est ça, parce qu'il a été manipulé. Frère Rouvi, c'est un réseau. Ce n'est pas la personne de Frère Rouvi. Derrière Frère Rouvi, c'est beaucoup de choses. Et c'est ça qu'il faut chercher à démanteler. Alors si moi j'ai le conseil à lui donner, aujourd'hui, il a arrêté. Dites-moi aujourd'hui, les complices là, ils sont à côté de leur épouse, hein, de leur famille, hein, qui a tenu le repos d'aujourd'hui. Mais quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Donc si moi j'ai le conseil à lui donner, je pense en toute humilité, c'est de penser, de réfléchir et de revoir sa chronique. Bien, dernière chose. Alors, aux dernières nouvelles, nous avons appris que Frère Rouvi a été déposé et avec 4 chefs d'accusation. Alors, qu'avez-vous à dire par rapport à ces 4 chefs d'accusation qu'on lui attribue aujourd'hui? Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'intime conviction du juge. À partir du moment où le juge ou le procureur, dans son intime conviction, apprécie et trouve qu'il faut le poursuivre avec mandat de dépôt, je pense il faut éviter de s'immiscer dans le judiciaire. L'immixtion dans le judiciaire, il faut éviter. Je pense que le procureur ou bien le juge l'a fait selon son intime conviction. Il estime qu'il faut le placer sous mandat de dépôt pour continuer les investigations. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Bien, merci honorable. Votre mot de la fin. Vous savez, en toute humilité, la seule manière de retourner l'ascenseur au soi-disant frère Rouvi, la seule manière d'être reconnaissant au frère Rouvi, c'est que nos amis d'en face, c'est-à-dire les démocrates, se constituent en prisonniers. Parce que, à travers leur comportement suspect, les preuves sont revenues qui sont complices. La complicité est purement établie. Donc la seule manière d'être reconnaissant pour service rendu à une opposition aux abois, sans vision, sans programme, c'est que les démocrates, nos amis d'en face, se constituent emprisonnés aux côtés de leur manteau, frère Rouvi. Et c'est ce que j'aimerais ajouter, parce que,
c'est clair, c'est établi, c'est un réseau minutieusement organisé et mis à exécution par le soi-disant frère Rouvi. Donc, et c'est pour ça qu'ils veulent empêcher la justice pour la manifestation de la vérité. En réalité, c'est le voleur qui crie au voleur. En réalité, il veut endormir l'opinion publique pour empêcher la manifestation de la vérité. Et c'est le lieu encore de remercier le peuple béninois souverain qui a compris le jeu d'une opposition sans lendemain, sans vision, et qui a refusé depuis hier de manifester contre les autorités judiciaires. Ça veut dire que le peuple béninois est mature, le peuple béninois a compris qu'il ne faut plus se laisser manipuler par une opposition sans programme, sans vision, sans projet. Parce que pour conquérir le pouvoir d'État, il faut avoir une vision, un programme. Ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas les hommes. Donc, sans ces éléments, on ne peut pas vouloir diriger un pays. Donc, vraiment, je leur demande en toute humilité, de se constituer emprisonné auprès de l'innocent, de ce gamin qui a été manipulé, de ce garçon qui a été manipulé. Pour moi, il faut frapper fort parce qu'il s'agit d'une manière de remettre en cause l'avenir de la jeunesse. Parce que quand vous voyez ce gamin, ce garçon, il est encore jeune, très brillant. Au lieu de mettre son expertise, sa compétence au service du peuple, ils l'ont induit en erreur à mettre sa compétence, son expertise au service du diable. J'ai suivi également nos amis d'enfance disaient qu'en 2026, ils vont prendre le pouvoir. Le pouvoir, c'est Dieu qui fait le pouvoir, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais ils vont prendre le pouvoir avec quel programme? Ils n'ont pas de programme de gouvernement, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas l'idéal. Le seul programme, c'est la démocratie est menacée. Alors, ce que moi je leur demande humblement, je leur demande de ramener la main à terre. Je leur demande d'aller rédiger leur programme de société et qu'on cherche à convaincre le peuple béninois. Mais je leur dis qu'on ne cherche pas une équipe qui gagne. On ne cherche pas une équipe qui gagne. Quand je dis l'équipe, c'est un système qui est là. Et ce système a démontré aux Béninois qu'il est digne de confiance. Donc, rendez-vous en 2026. Rendez-vous en 2026. Que Dieu nous prête longue vie. Ok. Bien, merci honorable. Comme vous l'avez dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Rendez-vous en 2026. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Vous l'avez compris, c'était l'honorable Rachid Massi qui opinait sur l'arrestation de notre compatriote frère Rouvi qui avait été interpellé au Togo, qui est actuellement dans les mains de la justice béninoise et qui est en procès actuellement. Il a expliqué. Une affaire en justice, vous n'avez pas le droit d'entrer dans le fond du dossier. L'honorable Rachid Massi a apporté son point de vue, a apporté son opinion par rapport à cette question. Vous l'avez compris. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau décryptage de cette question-là.